Salut l'équipe, c'est votre gars, Monsieur Ring et Terrain. Alors, voilà, premièrement, je vais vous expliquer en quoi va consister ma chaîne. Et bon, deuxièmement, comme vous pouvez le voir, c'est pas le cadre YouTube 2.0, parce que c'est les débuts. On commence doucement, hein. Peut-être qu'au fur et à mesure, on investira pour mettre en place une structure plus professionnelle, entre guillemets. Mais voilà, pour le moment, c'est comme ça qu'on commence. Donc, alors, Monsieur Ring et Terrain, donc du coup, je vais vous expliquer en quoi consiste la chaîne. La chaîne, c'est très simple. Je vais évoquer l'actualité MMA, l'actualité boxe anglaise et l'actualité football et basket. Donc, les gars, je vous préviens, qui dit basket dit NBA. Hein. Je vais pas faire le mec qui va vous parler de l'Euroleague, etc. Alors, c'est des championnats que je respecte. C'est des gros championnats. Il faut pas retirer ça à l'Euroleague, etc. Mais moi, ce qui va m'intéresser, on va pas se mentir, c'est la NBA, les gars. Hein. Et concernant le MMA, c'est pareil. Je vais traiter principalement de l'UFC, mais il y aura aussi des segments sur le MMA français de manière générale. Et voilà, c'est ça qu'on va traiter ensemble. Donc, pour ceux qui sont intéressés, venez vous abonner, les gars. C'est gratuit, ça mange pas de pain, comme on dit. Donc, voilà. Donc, et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de l'UFC 319. Principalement du combat entre Duplessis et Chimaev. Hein, mon gars, Chimaev, bien sûr. L'homme, et l'homme qui n'a pas de cardio, bien sûr. Hein. Voilà, et après on va parler des différents combats de la main card. Donc on a eu Murphy, Pico, les chocs Murphy, Pico, Geoff Neal, Carlos Prates, mon gars Prates. Hein. J'ai peut-être manqué d'objectivité des fois, je vais me reprendre, mais vous inquiétez pas, on va faire ça bien, avec toute objectivité. Et Michael Venom Page, bien sûr, et Kaya Sakura, bien sûr, qui était censé être mon gars. Bon, ça c'est une autre histoire. On traitera ça de manière plus en profondeur un autre jour. Donc, du coup, bah, je vais vous parler du combat que tout le monde attendait, que toute la planète MMA attendait. Duplessis contre Chimaev. Écoutez les gars, bon, c'est facile, je viens de commencer. Je vais vous dire mon pronostic. J'avais vu Chimaev gagner le titre. Ça, c'était une certitude. Maintenant, moi, c'est la manière. C'est la manière qui me choque parce que je voyais pas les choses aller de cette manière-là. Moi, j'avais dit, Khamzat Chimaev, avec le style qu'il a, au vu des performances que j'ai vues que Duplessis a effectuées en grappling ou en lutte avec d'autres combattants, je me suis dit, c'est impossible. Si Chimaev garde le même style de combat, c'est impossible que Chimaev perde ce combat. Vous voyez? Maintenant, je m'attendais à un combat disputé. Voilà, disputé. Alors, on va pas se mentir. Si on regarde le combat, objectivement parlant, si c'est un autre combattant que Duplessis, le combat, il est déjà terminé depuis un moment. On va pas se mentir. Parce que Duplessis, c'est un dur à cuire. Maintenant, moi, je m'attendais pas à une telle domination sur 5 rounds de Chimaev. Parce qu'il y en a qui disent 4. Les gars, c'est 5 rounds. C'est vers la fin que Chimaev il commençait un peu à gaz out, ce qui est normal, hein, parce que Chimaev, c'est un être humain. Hein, parce que j'ai l'impression, des fois on parle de Khamzat Chimaev comme si c'était pas un être humain. Les gars, il est très fort, c'est un monstre, mais c'est un être humain. Donc tranquille. Il faut temporiser sur cette histoire de cardio, etc. Hein. Donc voilà. En tout cas, très gros combat de Khamzat Chimaev. Pour moi, c'est une performance XXL concrètement. C'est une de mes... Enfin, j'ai même pas peur de le dire, c'est la meilleure performance de l'histoire.
pour prendre la ceinture d'un challenger. Parce que il faut rappeler que Khamzat était challenger. Et si on regarde bien l'actualité MMA, tout le monde voyait Duplessis gagner. Parce que tout le monde voyait Duplessis l'emporter par le fait que Khamzat allait se cramer au premier round et que à partir du deuxième round, ça va être le terrain de jeu de Duplessis. Mais non, les amis. Les amis. Les amis. Khamzat, il a dit, les gars, là c'est pour le titre. Là c'est pour le titre, c'est pas la même chose. Parce que le Khamzat foufou que là, vous avez connu, là c'est fini. C'est terminé, là c'est des choses sérieuses. Là c'est pour le titre. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse hype autour de Khamzat qui est justifiée pour moi parce que les gens qui viennent me dire que oui il a pris qui les gars il a pris qui au bout d'un moment c'est pas de la faute de Khamzat si tous les combattants décident de ne pas le combattre parce que les gens ils ont la mémoire courte aussi avant qu'on me dise que Khamzat il a pris qui il y a des gars qui refusaient tout le temps hein. Le seul brave qui avait accepté à plusieurs reprises de combattre Chimaev à l'époque où il était en welterweight, c'était Leon Edwards. Malheureusement, il y a eu le Covid, c'était une période assez compliquée pour tous les combattants. Ça a pull out des fights, c'était pas volontaire, c'était dû tout simplement au fait qu'ils avaient le Covid tous les deux. C'est mal contre eux, mais c'est comme ça. Donc, au vu des circonstances, ben là, Leon Edwards, en l'occurrence, lui, c'est le seul gars, à l'époque, qu'on a pu dire qu'il fuyait pas Chimaev. Mais sinon, en dehors de ça, les gars, Chimaev, honnêtement, mais qui, concrètement, parce que des fois, en fait, pour moi, on a trop manqué de respect à Khamzat Chimaev. Autant, je peux comprendre qu'on ait eu des réserves sur Khamzat. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, il a dû rater la pesée. Il a raté la pesée à plusieurs reprises. Et il manquait beaucoup de sérieux à l'époque où il était un peu foufou. Et voilà, c'était le jeune loup en mode fougue. Il s'en foutait, quoi. Donc, il faut laisser les gens grandir quand même. Les gens, ils ont le droit d'être immatures un peu. Hein, c'est ça la vie. Hein. On ne devient pas mature directement arrivé à un certain âge. Non, on gagne en expérience et après on gagne en maturité. Maintenant, tout ce que j'ai entendu sur Khamzat Chimaev, les gars, j'étais un peu surpris quand même. Parce que autant je comprends qu'on ait des réserves par rapport au fait qu'il n'ait pas affronté quelqu'un qui peut lui réserver énormément d'adversité. Bon, jusqu'à Robert Whittaker, parce que les gars qui commencent à me dire, sortir des excuses où Robert Whittaker il est plus à son prime, s'il vous plaît, par pitié. Au bout d'un moment, si vous suivez le MMA, c'est soit vous le suivez correctement, soit vous le suivez pas du tout. Robert Whittaker, qui a mis KO Alice Kerov, c'est pas un peintre, les gars. Hein, donc, tranquille. C'était un Robert Whittaker qui était encore compétitif, malgré le fait qu'il n'est plus à son prime. Hein, parce que certaines personnes confondent prime et on peut plus avoir le niveau. Parce qu'on est sorti du prime. Un prime, c'est un pic de performance, les gars. Hein, c'est bien de le rappeler parce que des fois, il y a des gens qui l'oublient. C'est un pic de performance. Ça veut dire que tu arrives à un certain moment de ta carrière, tu es à ton apogée physique, physiologique, et tu performes à plus haut niveau possible par rapport à ton potentiel. Tu maximises ton potentiel au plus haut niveau possible. Mais ça ne veut pas dire que si tu sors de ton prime, tu n'es plus compétitif, les gars. Hein, dans ce cas-là, je peux vous faire un parallèle avec LeBron James. Bah, LeBron James, dans ce cas-là, c'est un gars, il peut plus gagner un titre. Non, LeBron James, il est sorti de son prime, il est encore compétitif. Voilà. C'est ça la vérité. Et du coup, moi, ce qui me faisait mal au cœur, c'est que j'entendais des gens parler de Khamzat Chimaev comme si c'était le gars. En fait, quand on parlait de surcote, je comprenais sur certains points, parce que malheureusement, il n'avait pas affronté un gros nom. Jusqu'à Whittaker. Malgré ce qu'il a fait à Whittaker, fallait qu'il prouve encore derrière. Et moi, je me disais, mais après la performance de Whittaker, mais
qu'est-ce qu'il faut de plus à Ramzat pour prouver qu'il est largement fait pour gagner le titre? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, du coup? Et maintenant, là, on a notre réponse, les gars. Hein, on a notre réponse. Pardon. Donc, toutes les personnes qui disaient, ouais, Ramzat, il a pas de cardio. Mais, voilà. Je vais revenir sur cette histoire de cardio parce que les gens, ils commencent. Enfin, je pense que ils n'ont pas tous suivi Ramzat comme il faut. Moi, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer parce qu'il y en a qui confondent un peu tout. Et Ramzat a toujours eu du cardio. Son souci, c'était la gestion du cardio. Ne pas avoir de cardio et mal gérer son cardio alors qu'on a du cardio, il y a une différence quand même, les amis. Parce qu'au bout d'un moment, hein, pour ceux qui ont fait un minimum de sport, je dis pas à haut niveau parce que même moi, j'en ai pas fait à haut niveau. Alors, je vais pas faire le mec, je suis un athlète de haut niveau. Mais j'en ai fait et j'en fais encore. Si Ramzat, comme on le dit, n'avait pas de cardio, hein, si Ramzat n'avait pas de cardio, les amis, au bout d'un moment, tous les premiers rounds qu'il fait avec haute intensité, avec autant d'agressivité, pour terminer tous les gars qu'il a terminés, les gars, on ne peut pas ne pas avoir du cardio et faire ce que fait Ramzat au premier round. C'est impossible, je vous le dis. Je vous le dis concrètement, vous pouvez me censer tous les scientifiques, tous les sportifs de haut niveau, ce qui fait la répétition des efforts à haute intensité comme ça au premier round, il n'y a personne qui le fait. Donc s'il n'avait pas de cardio, il n'aurait pas pu faire toutes ces performances. Ça, pour le coup, vous pouvez vous le mettre dans le crâne. Cette histoire de cardio, il faut qu'on arrête avec ça. Le problème de Ramzat n'a jamais été qu'il n'avait pas de cardio, c'était sa gestion de son cardio qui n'était pas bonne. Et quand on me prend le combat contre Gilbert Burns, alors ça me fatigue un peu dans le sens où on voit bien que les gens n'ont pas suivi Ramzat depuis un moment en fait. On s'est arrêté sur des petits détails. En fait, non, le problème avec ce combat-là, c'est que ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris, Ramzat voulait se tester. Alors, attention, ce que je vais dire, je vais nuancer ce que je vais dire. Ramzat voulait se tester face à Gilbert Burns. Je vais vous le dire pourquoi. Si Ramzat ne voulait pas se tester face à Gilbert Burns, les amis, il aurait prévu un game plan qu'il a toujours prévu de base pour pratiquement tous ses combats. C'est lutter seulement. Lutter seulement. S'il est parti au striking, c'est parce qu'il voulait se tester, pour faire un vrai fight, pour gagner en expérience dans la cage contre un gars qui est dur au mal, comme Gilbert Burns. Et j'aime pas l'expression dur au mal parce que ça fait comme si il avait aucune compétence. Pardon, Gilbert Burns. Bon, en tout cas, à cette époque, parce que Gilbert Burns, actuellement, c'est plus trop. C'est pas pour le manquer de respect, mais c'est plus le combattant qu'il était, en tout cas. Ça reste, à l'époque, c'était un combattant qui avait beaucoup de skills, qui les a toujours, mais qui n'a plus le truc nécessaire pour performer à haut niveau, on va dire. Donc, ça fait qu'il voulait se tester face à ce genre de gars. Parce que moi, s'il voulait gagner à tout prix et le finir au premier ou deuxième round, il aurait axé son game plan que sur la lutte, il l'aurait fini. Alors, certes, Gilbert Burns, c'est une vraie black belt. J'ai rien à dire là-dessus. Il a un putain de JB, il faut se le dire. Pardonnez-moi l'expression, il faut se le dire. Mais maintenant, Gilbert Burns, les amis, c'est pas du même calibre de Ramzat Chimaev. On va pas se mentir, même à l'époque. À l'époque, il voulait vraiment se tester pour gagner de l'expérience. Moi, je vous dis ça pourquoi. Je, je pense concrètement qu'on a vu ce qu'il donnait quand il se concentrait uniquement sur la nuque. Il nous l'a prouvé contre Duplessis. Parce que, par exemple, s'il faisait ça contre Duplessis, ce qu'il avait fait à l'époque contre Gilbert Burns, Ramzat Chimaev, il dort au premier ou au deuxième round. Je vous le dis concrètement. On va pas se mentir. Parce que, quand bien même Ramzat se débrouille bien en striking, c'est pas le meilleur striker de l'UFC, on va pas se mentir. Donc on sait que debout, c'est pas le crack. Même s'il a déjà mis des KO, je sais que
c'est pas ce gars-là en striking. On va pas se mentir. Maintenant, cette histoire de cardio, il faut que ça se termine. Il faut que ça se termine. C'est pareil, j'ai entendu Guillaume de la Sueur sur le plateau de Mandal, de Winamax, venir me dire que oui, on a vu son cardio sur 4 rounds, mais on ne sait pas encore ce que ça donne sur 5. Guillaume, Guillaume, je t'aime beaucoup. Je te suis en plus. Tu es quelqu'un que je suis et que j'apprécie parce que tu as toujours des bonnes analyses. Mais là, mon garçon, il faut arrêter les conneries. Quand même. Non. Oh, tu peux pas venir dire ça sur le plateau de Mandal, là. C'est pas possible. Mon garçon, reprends-toi. Ramzat nous a prouvé que sur 5 rounds, il avait le cardio. Au bout d'un moment, les gars, Ramzat, c'est un être humain. C'est pas quelqu'un qui vit sous l'eau. Et il va forcément se fatiguer au bout d'un moment. Parce que quand on me dit que Duplessis, il a du cardio, moi je suis d'accord avec vous. Mais vous voyez bien que Duplessis, au bout d'un moment, il gaz out. Parce que même s'il va au-delà de sa jauge de son cardio de base, il fatigue quand même au bout d'un moment, Duplessis. C'est un être humain aussi. Faut le comprendre, ça. Donc faut arrêter. Et puis, j'ai entendu parler de oui, s'il y avait eu un sixième round, on sait pas, on sait. Eh les gars, s'il vous plaît, par pitié, non, s'il vous plaît, arrêtez ça, par pitié. Là, avec la performance que Ramzat vient nous faire, ne me parlez pas de sixième round, ça n'existe pas. C'est 5 fois 5 et c'est tout. Il faut arrêter là. Là, c'est stop. Là, le manque de respect perpétuel sur Ramzat Chimaev, il s'arrête ici. Là, je peux plus accepter ce genre de remarques. C'est plus possible. Il faut arrêter. Il faut arrêter de faire des raccourcis comme ça. Il faut qu'on s'arrête là. En tout cas, j'aimerais quand même saluer le cœur de Duplessis parce que malgré s'être fait ragdoll pendant 5 fois 5 minutes, il a eu quand même du cœur parce que, comme j'ai dit, si c'est pas Duplessis, je pense que Ramzat Chimaev, il a fini le combat depuis très longtemps. D'ailleurs, il l'a même souligné à la fin de l'interview, hein, pour vous dire. Donc, il sait de quoi il parle. Alors, il y a un truc que j'ai pas kiffé aussi par rapport à des personnes qui ont décortiqué le fight. C'est quand certaines personnes se sont amusées à dire que Ramzat, il n'a pas essayé de soumettre Duplessis. Pardon, excusez-moi. Ça, j'ai pas compris, parce que peut-être qu'on n'a pas regardé le même fight. Quand il a tenté sa Kimura sur Duplessis, enfin, c'était peut-être que les gens ne suivent pas assez le MMA pour me dire qu'il a rien tenté. Il a tenté quand même un neck choke, la Kimura qui est pas, c'est pas passé. C'est pas parce que c'est pas passé qu'il a pas tenté. Maintenant, Ramzat n'est pas stupide. Il sait que là, il joue son avenir. Carrément, parce que ça hype, c'est sur ce combat-là que ça allait se terminer ou soit s'élever. Donc, il allait pas mettre toute son énergie qu'il a l'habitude de mettre au premier round pour soumettre son adversaire quand même. Là, on parle de Duplessis. Vous voyez bien, même quand il a tenté son bras-tête. Regardez le gros corps de Duplessis, s'il vous plaît, les gars. Duplessis, c'est un bison. On peut pas soumettre un mec dur au mal comme Duplessis et les gars, on parle de Duplessis quand même, hein. C'était le meilleur jusqu'à maintenant en tout cas. C'était le meilleur middleweight de la planète quand même, hein. Hein. C'est pas quelqu'un, c'est pas un peintre, hein, c'est pas un chauffagiste les gars, même si il a combattu au KSW. Big up aux combattants du KSW. Et ça la une Parnasse, je l'ai pas. C'est une petite digression, on va s'arrêter là. Euh, voilà, c'est quelqu'un, quoi, Duplessis. Donc, écoutez, le combat, je vais pas vous le décortiquer, hein. Si vous suivez l'UFC, que vous avez regardé le combat, ou même un résumé, enfin, je veux dire, c'est un combat à sens unique. Il n'y a pas besoin de grosse expertise pour voir que Duplessis s'est fait ragdoll pendant 5 minutes, hein. C'est pas compliqué. Maintenant, moi, j'aimerais évoquer les autres combats assez rapidement. Je ne vais pas m'étaler beaucoup plus que ça sur Ramzat Chimaev. Je pense qu'il a accompli la destinée qu'il devait accomplir depuis
plus de 3 ans, 4 ans, on va pas se mentir. Ça a pris du temps, mais il l'a accompli. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, à la fin, je vais revenir sur la suite pour lui et la suite pour Duplessis. Du coup, j'aimerais évoquer le combat de Pico et Murphy. Quel combat, et puis quelle carte. J'aimerais le rappeler parce qu'il y a il y a quand même Baba, ça m'a étonné quand même, je vais pas vous mentir, qui est un très bon analyste, Baba de RMC Sport, qui nous a dit que la carte, elle n'était pas si hypante que ça. Et moi, je me suis dit, mais je comprends pas, la main card, c'est de la folie. On a Kaya Sakura qui combattait, on a Jared Cannonier contre Venom Page, on a eu Geoff Neal contre Prates, on a eu Pico contre Murphy, parce que Pico, malgré qu'il vienne du Bellator, les gars, c'est un sacré combattant, hein. Malgré le résultat obtenu. Laissez Pico le temps de se remettre et vous verrez que c'est quelqu'un quand même. Et on a Duplessis, on a le pompon sur la Garonne. Duplessis contre Shimaev, les gars. Les gars, quand même, faut doser. Si c'est pas une belle carte, ça, les gars, je sais pas ce que c'est, hein. Genre, je pense qu'il avait dit avec un autre intervenant, je sais plus comment il s'appelle, c'est un blanc qui est tatoué. C'est un petit blanc. Très bon intervenant d'ailleurs. J'aime beaucoup. Je suis toujours leurs interventions après les combats de boxe ou MMA. Parce que c'est de très bons analystes. Donc j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc big up à eux. Mais j'étais pas d'accord sur le fait qu'on vienne me dire qu'on n'attendait rien de cette carte-là. Genre limite. Enfin, j'exagère, je grossis le trait, mais c'est quand même une belle carte. C'était une très belle carte même. Donc voilà, j'étais un peu surpris sur ça. Bon, pour revenir sur le combat entre Murphy et Pico, ouf. En fait, c'est un rappel qui fait mal, qui fait toujours mal pour les combattants qui viennent en dehors de l'UFC, mais c'est la triste réalité. Comme on dit dans le jargon, il y a l'UFC et il y a le reste des organisations MMA dans le monde. C'est vraiment... la différence de niveau, elle est incroyable. Je vais pas vous mentir, c'est incroyable. On l'a... D'ailleurs, pour vous dire, parce que le mec qui a le plus réussi pour le moment, qui est venu en dehors de l'UFC, en dehors de l'antichambre de l'UFC, comme je l'appelle, le Cage Warrior, etc., qui vient du Bellator, c'est quand même MVP. MVP, pour le parcours qu'il fait, c'est incroyable. Mais quand on l'a vu se frotter comme contre un combattant plus solide que la moyenne, comme en l'occurrence l'Irlandais Ian Gary, on a vu quand même qu'il y avait une différence de niveau. Mais malheureusement, en fait, je pense que moi personnellement, mon favori c'était Pico. Je pensais sincèrement qu'il allait gagner ce combat. Malgré que Murphy soit un très très bon combattant. J'aimerais le préciser, c'est vraiment le gratin, le haut du panier, Murphy. Mais Pico, au vu de ses skills en lutte et en boxe anglaise, je me suis dit ça va être compliqué pour Murphy. Bon, tout comme pour Pico, mais moins compliqué pour Pico. Pourquoi? Parce que je dis pas que Murphy est unidimensionnel, comme on dit, mais il n'est pas aussi complet que Pico. Mais Pico, il avait bien commencé le début. Il l'a bien cadré. Il était agressif. Il cherchait à mélanger quelques combinaisons de boxe anglaise avec de la lutte. C'était une très bonne méthode. En plus, il l'a amené au sol. Franchement, c'était pas mal. Mais moi, je l'ai trouvé beaucoup trop agressif en face de Murphy. Murphy, tu peux pas être agressif. Il est trop dangereux pour être aussi agressif en face de Murphy. La manière dont il a utilisé son agressivité, c'est comme si il avait déjà assaisonné Murphy
et que Murphy, il était en train de wobble, et puis il enchaîne, il le cadre contre la cage et il enchaîne. Et j'ai trouvé, je l'ai trouvé un peu trop à la hâte, Pico. Et c'est pour ça qu'il s'est putain, les gars, les amis, excusez-moi, mais il s'est mangé un KO monumental. Il a mis, franchement, je vais pas mentir, hein. Depuis John Jones, et j'exagère pas, depuis John Jones, j'ai jamais vu un coup de coude retourné aussi magnifique que celui de Murphy. Parce que là où il a visé, c'est la tempe. D'ailleurs, comme Carlos Prates, hein, on y reviendra après. Carlos Prates, vraiment, il n'y a rien à dire aussi concernant le finish. Je vais y venir. Mais il a mangé un sacré KO. D'ailleurs, franchement, j'ai eu peur pour lui parce que au vu de comment il a fini au milieu de l'octogone, parallèle au plafond, comme dirait un certain Isma de la chaîne Pugila, il me régale cet enfant, c'est pas possible. Petite digression, mais voilà, c'était vraiment impressionnant. Donc, bah après, j'ai essayé de synthétiser pour Prates et MVP. Deux belles performances. Prates, il n'y a rien à dire. C'est vraiment ce gars-là. Sachant que même s'il a perdu contre Yann Gary, si vous vous rappelez, il a failli le finaliser au dernier round. Mais je pense qu'il manquait un peu trop d'énergie pour le finaliser, malheureusement. Donc il n'a pas pu. Mais je pense qu'avec ce combat, parce que Geoff Neal, c'est quelqu'un, hein. Je vous le dis, les gars, c'est quelqu'un. Il est très dangereux, cet homme-là. Donc pour faire ce qu'il a fait debout avec Geoff Neal, il faut saluer la performance. C'est une grosse performance de Prates. C'est une pépite, j'adore ce mec. D'ailleurs, c'est un de mes combattants préférés. Je vous ferai une liste de mes combattants préférés et la raison pour laquelle je les suis avec attention. Je vous ferai carrément une vidéo pour ça et vous me donnerez votre liste en retour en commentaire, mais on y reviendra un peu plus tard. Voilà, donc voilà, franchement, très grosse performance de Carlos Prates. Moi, je l'avais dit personnellement, c'était Prates par KO. Bon, premier round, je m'attendais pas au premier round, je m'attendais plus au deuxième. Je m'attendais plus à un premier round d'observation pour Prates et qu'il prenne la tangente et qu'il finisse Geoff Neal au deuxième round. Donc après, on a eu Jared Cannonier contre Michael Venom Page. Les amis, alors Cannonier est toujours aussi solide, parce que pour son âge, il faut le dire, il a encore des restes. Mais malheureusement, ce ne sont plus que des restes. Ce n'est plus le canonnier pardon, terrifiant qu'on a connu. Je dirais pas qu'il est l'ombre de lui-même. C'est pas devenu non plus Tony Ferguson, les gars. Hein, c'est pas ce que je dis. Tranquille. Tranquille, par pitié, n'exagérez pas avec moi et mes propos. Mais, il faut se dire, c'est plus le canonnier d'antan. Donc voilà, MVP, il a fait du MVP. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a fait du MVP. Euh, Écoutez, les gars, MVP, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Très divertissant, etc. Son style de combat, bon, c'est pas forcément mon style de combat préféré, malgré que j'aime énormément les strikers. Mais il faut saluer la performance parce que c'est quand même contre Cannonier qui fait ça. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu un gars balader Cannonier de cette manière-là. Même s'il est sur la pente descendante, il reste tout de même compétitif. À un certain niveau, bien sûr. Mais c'est quand même quelqu'un. Donc, j'aimerais revenir rapidement sur Kaya Sakura. Oh, les amis, c'est en plus. Oh, je sais pas comment vous dire, je suis un peu. J'étais déboussolé par sa défaite parce qu'il avait tellement bien commencé le combat et ça m'embête parce que c'est un mec que j'aime beaucoup son style. C'est un de mes combattants préférés, mais là, en fait, ce combat-là me dit qu'il a rien à faire à l'UFC finalement. C'est fou, hein? Je pensais pas dire ça. Contre Pantoja, il y a pas de souci, parce que c'est un monstre. On a affaire à un monstre. Et au vu de comment il a trop parlé, comment il a chauffé Pantoja, je m'attendais pas à un autre, à autre chose de ce combat-là. Mais maintenant,
quand je vois la petite drill que lui a réservée au sol Monsieur Tim Elliott, hein, qui est un combattant assez particulier. Hein. C'est un combattant qu'il ne faut pas sous-estimer, hein, parce que moi, je ne le connaissais pas jusqu'à maintenant. Je l'ai vu faire son entrée, je l'ai vu faire des trucs bizarres. J'ai cru, honnêtement, sans lui manquer de respect, pardon, tous mes respects à Tim Elliott, j'ai cru que c'était un craquette de San Francisco, les amis. Je vais pas mentir, il faisait des trucs bizarres. Je me suis dit, ça va être quoi ce combat? Et ça commence très mal d'ailleurs pour lui. Et Kaya Sakura, il commençait à le laver, il lui mettait des combinaisons, mais quelle vitesse de main de Kaya Sakura. J'ai limite cru que c'était Inoue dans un octogone, quoi, limite. J'exagère, hein, bien sûr. Mais tellement sa vitesse de main était impressionnante. Ça avait bien débuté jusqu'à ce que Monsieur Tim Elliott le ramène au sol. Je vous jure, cette séquence, je ne l'ai pas compris. La guillotine de Tim Elliott sur Kaya Sakura, je me dis, mais en fait, comment on peut être un combattant aussi bon, intrinsèquement parlant, et être aussi nul au sol? Comment c'est possible? Sa défense au sol, c'est même pas qu'elle est poreuse, c'est qu'il n'y a pas de défense. Et en fait, c'est comme si, c'est comme s'il était en train de faire un sparring d'entraînement et il se laisse take down. Pour le principe de travailler les takedowns comme à l'entraînement. Il a rien défendu. Et il s'est fait étrangler comme un petit frère. Il s'est fait étrangler comme un petit frère. J'ai pas compris, les gars. Je vous dis, j'ai pas compris. J'ai pas compris, mais bon. Big up à lui. L'UFC, est-ce qu'ils vont le garder? Bon. Au vu de la catégorie, j'ai envie de dire, s'en débarrasser, ça va pas leur servir à grand chose parce que la catégorie, elle est pas incroyable. Donc autant le garder pour essayer de lui redonner une chance contre un gars qui est peut-être moins classé que Tim Elliott. Donc voilà, on verra de ce qu'il en est. Voilà, j'aimerais parler rapidement de Susur KF. Ah, ce combattant, il est bon. Il est bon, il est bon. C'est Baïsangour Susur KF, ça va suivre. Après, voilà. On voit que c'est une sorte de Ramzat Chimaev 2.0 dans l'attitude. Hein. Je parle pas du talent. Parce que malgré qu'il soit talentueux, hein, à toute proportion gardée, parce que il était beaucoup trop confiant, notre ami. Hein. Hein. J'ai vu le premier round avec un sourire. Il fait des petites gestuelles comme s'il gérait le flow quoi, des distances, etc. Euh, Tu fais ça face à Eric Nolan. Donc, tranquille. Eric Nolan, c'est peut-être un combattant qui a un peu d'expérience, mais à l'UFC, c'est personne. Donc, je veux bien hein, qu'il y ait cette excitation, cet engouement et tout, mais tranquille. Il vaut mieux éviter que ça parte en vrille. Après, il est parti dans son coin qui l'a ramené à la réalité, qui lui a dit, oh c'est bon là, il faut que tu arrêtes tes conneries. Sois sérieux et combat sérieusement. Il est venu au deuxième round, il nous a montré de quoi il était capable, comme au Dana White Contender Series. Donc il n'y a rien à dire, c'est bien. Mais à surveiller l'attitude. Je veux pas qu'il s'enflamme trop et qu'il se brûle les ailes parce qu'il s'enflamme. Parce qu'il est quand même dans une grosse catégorie là. Va falloir prendre les gens au sérieux. Par contre, j'ai pas compris, je comprends pas qu'il combatte en poids moyen, moi. Il a pas le. Pour moi, c'est un welterweight sur ce rêve. Parce que quand il va commencer à aller affronter des mecs bien plus lourds que lui dans la KT, ça va être difficile. Hein. Moi, ce qu'il va falloir qu'il se bâtisse une vraie carcasse de middleweight parce que là, moi, je le vois plus performant en welterweight que middleweight. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Voilà, voilà. Donc, euh, bah alors, ce que je vois pour la suite pour DDP et Shimaev, pour moi, DDP, soit il prend
Le perdant, pour moi, à mon sens, l'UFC devrait faire Shimaev contre soit Nassourdine ou Caio Bourayo. J'ai du mal à le dire. Mais de toute façon, ce ne sera pas Caio, parce que Nassourdine il va le laisser froid parallèle au plafond. On va pas se mentir. Je vois aucun moyen que Caio fasse quoi que ce soit contre Nassourdine. Pas ce Nassourdine-là, pour moi, y a aucun middleweight qui le bat. Même Duplessis, je pense qu'il ne bat pas Nassourdine, pour vous dire. Donc, à mon avis, ça sera Shimaev contre Nassourdine. L'UFC devrait faire ça et devrait donner le perdant de Shimaev Nassourdine à Duplessis. Ou Duplessis, il prend De Reader ou il prend Fluffy. Mais bon, moi je serais plus pour qu'il prenne De Reader si jamais on ne peut pas attendre que l'adversaire de Shimaev soit celui qui prendra le titre, continuera à avoir le titre et le défendra contre un autre adversaire, et que le perdant prenne Duplessis. Donc on verra bien ce qui se passe. Voilà, voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo. C'est la première vidéo d'une longue liste. J'espère que vous pourriez m'accompagner tout au long de cette belle aventure, et que vous allez partager avec moi la passion que j'ai pour les sports de combat et le reste. Parce qu'il n'y aura pas que le MMA, il y aura aussi de la boxe anglaise, comme je vous l'ai dit. Il y aura aussi du basket et également du foot. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et à liker ma vidéo. Ça pourrait m'aider à grimper un petit peu. Ça coûte rien de toute façon. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine les gars. C'était Monsieur Ring et Terrain.